Alors, bonjour, et bienvenue à cette table ronde. On est en direct dans cet événement organisé par Non-Violence 21. Je suis Guillaume Gamblin, journaliste à la revue Silence, mensuel écologiste indépendant. Silence, c'est un média papier, membre de Non-Violence 21, qui essaye de mettre en avant les alternatives dans un esprit de non-violence, de décroissance, de féminisme, etc. Nous avons édité l'an dernier, comme le rappelait Mathieu, pour les 40 ans de la revue, un numéro spécial sur les victoires de l'écologie et une grande affiche carte de France sur l'écologie en 50 victoires. Et on y constatait que les victoires écologiques de ces dernières décennies ont été très largement remportées par des luttes non violentes. Quand on veut mener un combat écologiste, social, politique, la non-violence, elle se présente à la fois comme une philosophie d'action et comme une stratégie. C'est donc, dans cette table ronde, nous allons donc explorer ce que la non-violence fait à nos luttes, comment elle contribue à nos victoires. Regarder la non-violence sous l'angle des victoires, c'est essayer de mieux comprendre quelles sont les conditions de son efficacité. Nous avions 4 invités ce soir, il y en aura seulement 3, on vient de l'apprendre, qui vont témoigner de leur combat et de leur victoire non violente. Et puis, vous allez être invités, suite à leur témoignage, à participer en posant vos questions. Donc que ce soit en ligne sur YouTube et sur Twitch, ou bien ici à Ground Control à Paris. Donc je vais donner la parole successivement à Amel Dogman, à ma droite, de l'Alliance citoyenne, qui va parler des combats d'habitants et d'habitantes d'Aubervilliers, à François Vaillant, à ma gauche, qui parlera de la lutte victorieuse contre l'implantation d'un entrepôt Amazon près de Rouen, et à Brigitte Gauthier, qui va parler du combat de l'association L214 pour la défense des animaux utilisés dans la production alimentaire. Nous avions un 4e invité, Noël Mamère, un homme politique bien connu, qui a participé notamment aussi, en dehors de ses combats politiques, au mouvement des faucheuses et faucheurs volontaires d'OGM, ou encore pour le droit au mariage entre les personnes de même sexe. Mais il est cloué au lit ce soir par il est malade, donc il ne peut pas participer à notre débat et nous le regrettons vivement, mais nous espérons que ce n'est que partie remise pour une autre rencontre. Alors sans tarder, je vais me tourner vers Amel Dogman. Vous êtes habitante d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Vous êtes une membre active. J'interromps 2 secondes. Pardon, excusez-moi, je fais un carjacking de cette conférence, juste pour dire qu'on a aussi Étienne Lécroard, j'ai complètement oublié de le présenter, qui est dessinateur notamment pour la revue Alternative Non Violente et qui va s'installer aussi sur scène et qui va faire des petits croquis pendant cette table ronde et qui présentera au fur et à mesure. Voilà, donc désolé, je le présente trop tard, j'ai complètement interrompu. Donc voilà, vous pouvez reprendre le cours normal et on va installer Étienne sur la scène. Pardon. Il n'y a pas de problème. Et donc, bienvenue à Étienne parmi nous. Étienne qui est un dessinateur vraiment talentueux. Amel Dogman, vous êtes une habitante d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Vous êtes une membre active de l'Alliance citoyenne avec laquelle vous avez mené de nombreuses actions autour du logement en particulier. Et vous allez nous parler de certains de ces combats. On m'entend? Ouais, c'est bon? Oui. On m'entend? Ouais, voilà, ok. bien près du micro. Ok. Donc moi je vais présenter en 2 mots l'Alliance citoyenne. Donc l'Alliance citoyenne est née à Grenoble en 2012. Puis Aubervilliers l'a rejoint en 2016. Puis après on a eu le Grand Lyon et Villeurbanne. Donc l'association, nous on s'inspire du community organizing. Je ne vais pas développer dessus, sinon on va, on va rester longtemps. Souvent, on part d'une problématique que rencontrent
C'est souvent dans le logement, hein, l'Alliance citoyenne. Une problématique que les personnes rencontrent dans leur logement. Et on essaye de les organiser en comité, en syndicat. Puis on mène des actions, bien entendu non violentes, ensemble. Voilà. Et vous pouvez nous parler d'un certain nombre de ces actions plus précisément que vous avez menées avec l'Alliance citoyenne? Par exemple, on a un bailleur social privé qui s'appelle la Sémisso à Saint-Ouen. Les logements qu'occupaient ces personnes étaient complètement insalubres. Humidité, pas chauffé, isolation zéro. Ils ont décidé de se présenter devant le siège social en reprenant l'air de vive le vent, nos appartements sont c'est des frigidaires. Et la Sémisso n'en a rien à faire. 1h30 après, on a le directeur de la Sémisso qui descend. Et on a gagné comme ça. Ils sont venus faire les réparations, remettre le chauffage en route. Et donc voilà, on peut gagner même en faisant des actions décalées. D'accord, oui, donc ça c'est un exemple d'action où vous avez mêlé à la fois la colère, la mobilisation et l'humour. Vous avez aussi lutté pour quelque chose qui vous concerne encore plus personnellement. Plus personnellement, oui. En ce moment, pas en ce moment, hein, c'est depuis 2020, les banlieues, les municipalités en tout cas, avec l'aide de l'État, dans le cadre de l'ANRU, hein, l'ANRU c'est l'Agence pour la rénovation urbaine, mène des rénovations dans des quartiers choisis. Et là, particulièrement, moi, j'habite dans une copropriété dite dégradée parce que, bon, les façades ne sont pas isolées, un peu vieillotte, c'est normal, c'est un immeuble des années 60 qui est resté dans son jus, quoi. Et ils ont décidé de la démolir. Voilà, tout simplement. Enfin, les personnes habitent là depuis... il y en a qui habitent là depuis 60 ans, quoi. Et ils décident de détruire comme ça les vies des gens. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'ils ne justifient pas tellement pourquoi. Et en février 2021, on a décidé d'aller ensemble devant le siège social de l'ANRU, qui est situé à Paris, avec nos coussins et nos polochons. Puisqu'ils veulent démolir chez nous, on va loger chez eux. Voilà. Et qu'est-ce que ça a donné ça a fait reculer. On n'a pas gagné, parce que le combat il est long, il est encore sur la durée, et on est encore en train de se... Mais on espère une issue favorable. Voilà. Oui, ce que vous m'expliquiez, c'est que quand même vous avez réussi à faire reculer et renoncer plusieurs équipes municipales à détruire ce logement. C'est ça. De municipalité à une autre, on revient à zéro et on se rebat, mais on ne baissera pas les bras. On ne baissera pas les bras. Voilà. D'accord. Une autre action de l'Alliance citoyenne qui m'avait frappé en m'informant sur vous, et qui était teintée d'humour, c'était une action qui visait à dénoncer les horreurs de l'OPH, l'Office public de l'habitat, et à organiser une action pour Halloween en montrant des photos des logements. Oui, tout à fait. C'était Halloween, hein, c'était le jour d'Halloween, donc on s'est tous déguisés en rats, en cafards, en nuisibles, et on a été se mobiliser devant le siège social. Mais là, ça n'a pas encore donné, mais la mobilisation, elle continue. Voilà.
D'accord. Mais souvent, à l'Alliance citoyenne, on se mobilise comme ça, avec un ton humoristique. Hein. Quitte à faire des mobilisations, au moins qu'on s'amuse. Tout à fait. Et vous mêlez l'humour, mais aussi une action quand même forte, parce que, par exemple, vous avez menacé aussi d'organiser une grève des loyers. J'ai vu aussi. Oui, une grève des loyers, oui, bah, ça s'organise là, en ce moment. Tout ça, c'est de l'actualité encore fraîche, donc je ne peux pas vous donner ou garantir les résultats, mais on y travaille. Merci Amel Dogman de nous présenter ainsi l'action de l'Alliance citoyenne. On pourra y revenir à travers les questions et la suite de l'échange. Je précise que si vous nous suivez en ligne, vous pouvez écrire vos questions et nous avons une personne ici sur place à Paris qui prend note des questions, qui en fait la synthèse et qui, après les présentations, dans la suite du débat, pourra restituer vos questions. Voilà, donc dès maintenant, vous pouvez commencer à écrire vos questions. Maintenant, je me tourne vers François Vaillant. François Vaillant, vous êtes rédacteur en chef de la revue trimestrielle Alternative non violente et vous êtes également engagé depuis longtemps dans l'action non violente. Alors, pour donner quelques exemples, contre l'envahissement publicitaire, contre l'armement atomique, etc. Mais aujourd'hui, c'est un combat plus récent contre l'implantation d'un entrepôt Amazon dont vous allez nous parler. Merci Guillaume. Ça marche là? Oui. Nous apprenons en septembre 2019 qu'Amazon a l'intention de faire construire un gigantesque entrepôt sur un terrain de 35 hectares ayant appartenu à une raffinerie, Petroplus, de la Shell. Et le maire de Petit-Couronne, donc cette cité à côté de Rouen, ce monsieur s'appelle Joël Bigot, de l'ancienne gauche, là vous savez, a tout négocié en privé avec une société qui s'appelle Gazolais, G-A-Z-E-L-A-I-S, qui est une société qui propose des entrepôts clés en main et qui cherchait, on a pu le voir, à en construire du côté de Colmar, Strasbourg, etc., Nantes. Et ensuite, une fois qu'ils sont construits, ils les vendent à Amazon qui leur a commandé cet entrepôt. Le conseil municipal de Petit-Couronne est enchanté de ce projet. Tout le monde applaudit. Ça va redonner de l'emploi dans cette cité qui est autour de 16%, qui a autour de 16% de chômeurs. Tout a donc été signé, le permis de construire, enquête publique, faite en douce, la population n'est pas vraiment au courant. Et c'est là qu'il faut bien comprendre que Amazon arrive masqué, ne donne pas son nom et ne figure jamais dans les permis de construire des entrepôts qu'ils font construire par Gazolais. Alors, Amazon à Petit-Couronne, ça sera quoi? Un gigantesque entrepôt de 160 000 m² sur 3 étages, avec un flux de gros camions, 1000 gros camions par jour, qui apporteront de la marchandise qui servira à la livraison, vous écoutez bien, de 330 000 colis par jour. Ceci, c'est dans le permis de construire. Mais ce n'est pas Amazon, c'est un commanditaire. 330 000 colis par jour. Donc, on ne calcule pas le nombre de fourgonnettes. Et nous en sommes là. Il suffit maintenant que le préfet donne sa signature pour que le permis de construire permette à Gazolais le début du chantier. C'est là où nous apprenons à Rouen l'existence donc de ce projet et Alternativa, XR Rébellion, Le Man, les Amis de la Terre, on entend réagir vite et bien et on crée une association qui s'appelle Amazon 76 qui rallie bien entendu le collectif national contre Amazon.
Et ce qu'il faut retenir maintenant, c'est assez drôle, ou assez triste, j'en sais rien, c'est que nous n'avons été qu'une quinzaine de militants de toutes ces associations à nous regrouper pour décider des actions que nous allions faire. Et pour des raisons que je pourrais expliciter tout à l'heure, on a choisi l'action non violente. Les sabotages, tout ça, on sait faire aussi, mais là, on a choisi l'action non violente. Et il convient de comprendre qu'au bout de 15 mois, nous avons obtenu gain de cause, je vous raconterai tout à l'heure comment ça s'est fait, obtenu gain de cause puisque Gazelay et Amazon ont jeté l'éponge. Quand nous apprenons que le préfet de Seine-Maritime signe le permis de construire, dès le lendemain matin, des grimpeurs de XR Rébellion montent en haut, escaladent un monument à 40 mètres de hauteur et vont déployer une gigantesque banderole « Préfecture irresponsable », bien visible depuis les fenêtres de la préfecture. Alors après ce coup d'éclat, il s'agit pour nous de mettre la population locale de notre côté. Parce qu'après tout, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Amazon, c'est pratique, c'est pas cher, c'est livré à domicile, rapidement. Donc, où en est la population? On n'en sait rien. Et c'est là où nous avons accentué tous nos efforts. Et nous avons été qu'une dizaine à nous lever régulièrement à 5 heures du matin pour aller faire des craies au sol et sur les murs de Rouen avec des grosses craies de rue. Vous savez, ces craies qui ont 3 cm d'épaisseur. Et alors, on écrit des slogans. Par exemple, Amazon livre, les commerces ferment. Amazon tue le climat et les emplois. Un emploi Amazon égale 3 emplois détruits ailleurs, etc. Et puis très vite, on s'est rendu compte que ces slogans, au sol et sur les murs, étaient encore mieux acceptés lorsqu'on mettait des dessins. Donc on a appris à dessiner des petites fleurs et autre chose. Et on peut vraiment dire que la plupart des villes de la métropole et des trottoirs de Rouen ont eu régulièrement ce type d'inscription. Comme bien entendu, vous en doutez, un jour à 7 h du matin, pimpon, non pas pimpon, une sirène tout hurlante d'une voiture de police, comme si on allait braquer une banque. Ils sortent en criant. Nous, on reste très calmes, on n'est que 4. Et on leur explique très calmement, il a fallu les calmer, ces braves gens, qu'on écrivait avec des craies, que c'était donc biodégradable et que ce n'est donc pas une dégradation, donc que ce n'est pas un délit. Alors il a fallu 5 minutes de négociation pour qu'ils comprennent ce qu'on leur disait. Du coup, ils ont téléphoné, comme ils devaient le faire, à leur commissaire depuis leur voiture, et je vous donne en mille la réponse. Eux reviennent vers nous et ils nous disent ben, écoutez, on nous a dit que vous pouvez continuer. La non-violence, ça marche. On a quand même commis quelques délits. Par exemple, on a peint sur beaucoup de parapets de ponts au-dessus des rocades, sur des rocades de la région de Rouen, des grandes inscriptions, un emploi Amazon égale 3 supprimés ailleurs. Quand vous avez 10 000 voitures qui passent dans la journée sous un pont sur lequel on lit cela, bien, la population est alertée de quelque chose. On continue pendant plusieurs mois des opérations, créer ce type d'action. Et il faut noter que ça passe sur YouTube, c'est très bien, mais qu'on reste toujours une petite dizaine d'activistes dans ce genre d'opération. On n'a pas été rejoint par d'autres personnes. Opération Cré.
Voilà, donc des opérations créées comme ça, on en fait partout. À 4 ou 5, en 2 heures, on en fait 150 au sol. Là où les passants ne marchent pas, mais à côté, à gauche et à droite. Et ça reste facilement toute la journée. L'automne 2021, l'automne commence à faire froid, arrive. Le chantier à Petite Couronne a commencé sur l'ancien site de la raffinerie. Retenez bien raffinerie. Notre morale n'est pas au beau fixe. On continue nos actions créées, on continue à peindre sur les parapets des ponts autoroutiers et on est 3-4 à décider de nous transformer en personnes sandwich tous les mercredis après-midi à la place du Théâtre des Arts. C'est une place où il y a l'interconnexion de tous les bus de Rouen. Alors, je vais me lever, je ne sais pas ce que ça va faire. On est en homme sandwich, donc on a des pancartes devant et derrière sur Amazon. On ne distribue pas des tracts, mais on les tient au bout de la main. Comme ça. On regarde les gens et les gens viennent en prendre un si ça les intéresse. Environ, on en dit, une personne comme ça est sollicitée pour 200 tracts par heure. On ne distribue pas. Les gens font une démarche volontaire pour venir les chercher. C'est tout à fait différent. Et là, nous continuons donc en homme sandwich. Il doit y avoir une photo. Peut-être la presse locale. On vient de la voir. Ah, on vient de la voir. Très bien. La presse locale aime beaucoup ça. Même mon dentiste m'a vu à la télévision. Il était enchanté. Mais pour nous, le plus savoureux, c'est ça pourquoi on a continué, y compris en hiver, c'est le contact avec la population. Parce que là, les gens venaient nous parler. Et je vous donne deux échos. Un jeune homme de 20 ans, 22 ans, qui vient nous dire « Mais moi, j'ai travaillé 1 mois à Amazon à Saint-Étienne. J'ai dû arrêter à cause de tendinite au poignet. Ça n'a jamais été reconnu comme accident du travail. Voilà, et j'ai toujours mal au poignet encore 6 mois plus tard. » Une dame, 30 ans, qui nous dit « Ah, mais moi, le jour de Pâques, j'ai voulu acheter des sous-vêtements sur Amazon. J'en ai acheté 4. Ben, je pensais recevoir un colis avec ces quatre sous-vêtements. Ben non, le lundi de Pâques, vous vous rendez compte, le lundi de Pâques, le lendemain, j'ai reçu 3 fourgonnettes, 3 paquets différents pour me faire apporter ces 4 sous-vêtements. Vraiment, ça faisait beaucoup de cartons à la maison. Puis, vous savez, des grands cartons pour un petit sous-vêtement. Bon, etc., etc. Donc ça nous a motivés à continuer ce contact avec la population. La suite ne m'appartient pas. Je vous la raconte quand même. En octobre, je retrouve un vieux copain du lycée et je lui raconte notre action contre Amazon. Et lui, de me confier que sa fille est journaliste à Mediapart. Il me donne son 06 pour que je la contacte. Très rapidement, elle comprend tout et parle de notre lutte non violente en comité de rédaction à Mediapart, qui décide d'envoyer un journaliste pendant 3 jours à Rouen. Alors, je peux vous dire que Mediapart, effectivement, je ne sais pas à ce point-là, mais ça dépote. Ça épluche tout, ça regarde tout, ça enquête partout, ça prend des photos et on est mis au courant de la parution du 19 décembre de l'article de Mediapart, qui, bien entendu, relate nos différentes actions, etc. Mais le clou, c'est qu'il a été dépisté lors de l'enquête de ce journaliste qu'une zone importante du terrain de l'ancienne raffinerie n'a pas été dépolluée comme il convenait, qu'il s'agit donc d'une irrégularité grave qui a été notée en préfecture, et donc Mediapart sort le papier, Canard enchaîné renchérit, et on accueille à Rouen subitement différents journalistes de France Télévisions, Radio France, reporters, etc. Et je termine d'ailleurs, oui, pour nous dire que nous en sommes là quand subitement on apprend le 25 mars
que le maire de Petit-Couronne a annoncé à son conseil municipal que Gazelay avait abandonné son projet. Alors, on est surpris, on va le voir, et il nous raconte, mais vous n'y pensez pas, voilà, Gazelay, vous avez réussi à faire ce sale coup pour nous. Amazon, l'entrepôt n'existera jamais. Vous avez réussi. Et Mediapart a enfoncé le clou. L'opinion publique était de votre côté. On a fait un sondage qui nous le disait. 66% des gens de la métropole de Rouen ne veulent pas d'Amazon. Et vous savez, les entreprises comme Gazelay et Amazon tiennent avant tout à leur image de marque. Ils fonctionnent qu'avec leur image. Du coup, ils ont jeté l'éponge. La non-violence, ça marche. Surtout quand on s'est resté opiniâtre. Merci François Vaillant de nous raconter ce combat haut en couleur contre un entrepôt Amazon. On est toujours en direct de la table ronde sur les victoires de la non-violence dans le cadre des 21 heures de la non-violence organisées par Non-Violence 21. Et je passe la parole maintenant à Brigitte Gauthier. Vous êtes cofondatrice de L214, une association de défense des animaux qui sont utilisés comme ressources alimentaires. Et c'est de ce combat que vous allez nous parler. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis une des fondatrices de l'association L214 qui existe maintenant depuis 15 ans. On fête nos 15 ans cette année. On a à notre actif plus de 150 enquêtes. On est surtout connu justement pour les images qu'on a pu dévoiler sur les conditions d'élevage, de transport, d'abattage, de pêche des animaux qu'on utilise pour les transformer en viande, en morceaux de poisson ou pour vendre leur lait, leurs œufs. Etc. On a une palette d'activités assez importante, mais on est surtout connu pour les enquêtes filmées. Mais en fait, si vous creusez un petit peu, on fait plein d'actions pédagogiques, des actions vers les entreprises, des actions vers les politiques, pour dénoncer la façon dont on traite les animaux, la façon dont on les considère, eux qui sont des êtres doués de sensibilité comme nous, qui ont des personnalités propres comme nous, et que pourtant on ne reconnaît pas en tant qu'être doué de sensibilité. On s'attaque au système, pas aux personnes. Voilà, vraiment, on est sur une lutte systémique. Et on s'inscrit dans le mouvement des actions non en petit. On peut mettre aussi à l'actif du mouvement pour les animaux, mais aussi du climat, la présence de repas végétariens, maintenant l'obligation de repas végétariens dans les cantines scolaires, au moins hebdo, et puis aujourd'hui ça s'est étendu aussi aux options qui sont proposées chaque jour, notamment dans les cantines qui ont plusieurs plats à proposition. Et puis notre action a contribué au développement de l'alimentation végétarienne. Il y a 15 ans, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on ne consommait pas de produits animaux, on était vus un petit peu comme des extraterrestres. Alors aujourd'hui, les alimentations végétariennes, elles sont reconnues comme allant à peu près de soi. Ce n'est pas encore le cas pour l'alimentation végane, mais enfin voilà, ça progresse. Des avancées concrètes aussi dans ce qu'on a fait pour faire évoluer les pratiques de l'industrie, notamment sur le recul des pires pratiques. Notre première campagne, ça a concerné les poules justement élevées pour leurs œufs. Quand on a commencé en 2008, 80% des poules pondeuses étaient élevées en cage. Et par nos actions, on a fait s'engager des entreprises, que ce soit des supermarchés, dans l'hôtellerie-restauration, les fabricants et même les producteurs. Et aujourd'hui, ce chiffre est descendu à 23%. Donc on est passé de 80% à 23%. Et les engagements qu'on a fait prendre courent jusqu'en 2025. Donc on peut considérer qu'en 2025, ce chiffre de 23% aura encore baissé. Et pourquoi pas, sera arrivé à 0%. On a fait un peu les mêmes choses sur les poulets de chair, donc ceux qui sont élevés pour leur chair, avec l'European Chicken Commitment, qui sont des critères minimaux pour les élevages, en ce qui concerne notamment les densités dans les élevages. Il faut savoir aujourd'hui qu'en France, les densités elles sont poussées à leur extrême. La réglementation dit 33 kg par mètre carré. Oui, on ne compte pas en nombre d'individus, ce qui fait à peu près une quinzaine d'individus
en fin de cycle par mètre carré. Et donc, nous, on demande un poids qui est vraiment encore un peu inférieur, mais on peut montrer par dérogation jusqu'à 42 kg par mètre carré. 80% des poulets qui sont élevés en intérieur aujourd'hui en France sont à ces 42 kg par mètre carré. Une étude récente de l'EFSA, donc l'autorité européenne de recherche, dit que les conditions de vie des animaux sont détériorées à partir de 11 kg par mètre carré. Donc la réglementation dit 30. À partir de 11, on sait que les conditions sont détériorées. Donc il y a beaucoup à faire là-dessus. Et là aussi, on a obtenu l'engagement de plus d'une centaine d'entreprises à renoncer aux pires conditions d'élevage pour les poulets. Puis on a commencé pour les cochons aussi. Donc ça, c'est très, très concret. Et puis sur le juridique, on a obtenu des condamnations, y compris de l'État, donc des condamnations d'élevage, de couvoirs, d'abattoirs, pour mauvais traitements sur les animaux commis par des professionnels, et puis pour l'État, pour dysfonctionnement des services de contrôle, des services vétérinaires dans les abattoirs. Voilà, il y a aussi des fermetures, des fins de contrat, comme par exemple l'enquête qu'on a montrée hier sur le fournisseur de lait des crêpes Waouh, où Goûter Magique, l'entreprise des crêpes Waouh, a annoncé rompre son contrat au vu des images et de l'état des animaux. Comment on a obtenu tout ça? Tu as parlé d'opiniâtreté, de ténacité, de détermination. Nous, on a des objectifs qui sont clairement identifiés, des problèmes qui sont posés sur la table, notamment avec les images, des solutions qui sont apportées, des mobilisations de terrain, mais aussi digitales, avec une communauté qui est déterminée. Des exemples d'action, par exemple, on a envahi la véranda d'un Burger King, tous déguisés en poulet, pour montrer la densité à l'intérieur des élevages. Comme tu le disais, Amel, il faut utiliser l'humour aussi. On a eu aussi les poulets amochés. On a fait un spot de fausse publicité qui montrait les poulets moches, en référence aux légumes moches, pour convaincre Intermarché de s'engager, ce qu'ils ont fait. On a fait des fausses pubs aussi, des parodies des pubs Lidl, avec Parkside, par exemple. Donc voilà, utiliser l'humour sur des sujets qui sont quand même sérieux. Voilà. Mais ça me semble important quand même de souligner les échecs et les grandes difficultés d'avancées significatives, systémiques aujourd'hui. Au mois de juin, il y a les chiffres de la consommation de viande qui sont sortis en France. Tout le monde a l'impression de manger moins de viande quand on interroge les gens dans la rue. Eh bien, détrompons-nous. La consommation de viande par personne, elle a encore augmenté. Donc on a la sensation de manger moins de viande parce qu'on mange plus de grosses pièces de bœuf, ou en tout cas moins souvent, moins en quantité. Mais on consomme plus de produits transformés dans les sandwichs. Voilà, la bolognaise, c'est pas de la viande. Le jambon, c'est pas de la viande. Le poisson, c'est pas de la viande, etc. Donc on consomme quand même beaucoup plus. Nos comportements alimentaires, ils n'ont pas changé. Voilà. Et donc du coup, on change un peu notre façon d'appréhender l'avenir, et puis on va se battre pour que cette impression de diminuer notre consommation de viande se transforme en vraie pratique, et aussi en prenant en compte les objectifs climat, proposer une réduction de la consommation de produits d'origine animale de 50% d'ici 2030 en France. Voilà, ça fait un objectif commun qui en plus touche les questions éthiques. Ça fait quand même moitié moins d'animaux qui sont tués. Donc je rappelle, on est à 3 millions d'animaux par jour. Ça fait des conditions d'élevage qui sont normalement moins pires. Ça fait une pression sur l'environnement qui est moins forte, des gaz à effet de serre qui sont vraiment diminués. Manger végétal, c'est 6 fois plus efficace que manger local, par exemple. Ça a un impact aussi sur la santé publique, les risques d'antibiorésistance, de zoonoses, ces maladies qui peuvent arriver des humains, des animaux aux êtres humains. Sur la question sociale, aujourd'hui, on a des éleveurs, on a au moins un suicide tous les 2 jours des éleveurs, parce qu'eux aussi sont malheureux. La misère des animaux et la misère des êtres humains, elle est quand même pas mal corrélée. Et puis les questions de partage des ressources qui sont quand même importantes. Donc voilà, c'est un objectif qui est ambitieux, mais ça nous paraît nécessaire et puis surtout atteignable. On peut le faire, et ça passera par la régulation, et donc des actions fortes, soutenues, toujours non violentes, mais qui invitent à agir ensemble. Et donc, voilà, c'est des combats qui sont à la fois difficiles, des fois un peu déprimants, mais en fait, on peut en faire, et on en fait
des luttes qui sont quand même fortes, joyeuses, entraînantes et dans la convivialité et dans la bonne humeur avec l'invention. Il y a plein de choses à imaginer autour de cette baisse de la consommation de viande, de cette diminution du nombre d'animaux tués. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Brigitte Gauthier de nous avoir fait cette synthèse d'un combat très large et très important. Alors, vous voyez à travers ces 3 témoignages qu'on a eus que l'action non violente, elle s'applique dans à peu près l'ensemble des combats qu'on peut mener contre des injustices de divers ordres. Alors, vous pouvez continuer à poser des questions, les personnes qui nous suivent en ligne notamment. On a une personne ici qui note les questions et qui seront posées tout à l'heure. Mais avant ça, moi j'avais aussi quelques questions à poser aux personnes qui sont autour de moi. J'ai une première question qui s'adresse peut-être en particulier à Amel Dogman et à François Vaillant mais où Brigitte Gauthier peut tout à fait répondre si elle le souhaite, comme le reste des questions. C'est sur le nombre de personnes qu'il faut mobiliser pour réaliser une action. Moi, j'ai l'impression que dans l'exemple de l'Alliance citoyenne, Amel Dogman, vous montrez que c'est très important le nombre, parce que toute seule, une personne qui est locataire, elle va avoir du mal à se faire entendre, mais ensemble, vous allez mieux vous faire entendre. Et puis même, quelquefois, vous vous réunissez même à plusieurs villes pour pouvoir faire pression. Donc, c'est important, le nombre, pour vous, pour Oui, tout à fait, réussir tout à fait. Surtout nous, on s'attaque souvent à des institutions publiques et quand on arrive seul, bah, voilà, oui, c'est vrai que le nombre peut impressionner. Donc c'est très, 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 très important. Dans d'autres combats, on pourrait tout à fait être moins nombreux, mais dans la question du logement, vraiment, on a besoin de faire nombre. Oui, c'est ce qui ressort. On a vraiment l'impression que dans la pression par rapport aux bailleurs sociaux, aux municipalités, le fait que vous soyez nombreuses, ça compte beaucoup. Et par contraste, j'ai envie de dire, avec un peu ce que nous a présenté François Vaillant, où vous nous montrez presque à l'inverse que dans votre cas, dans le cas de cette lutte, un tout petit nombre de personnes mobilisées et bien organisées arrivent à faire bouger les choses. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça, au nombre ? Je ne sais pas trop. On aurait aimé être plus nombreux. On a été déçus que le milieu militant de nos associations ne vienne pas. Alors, il y a toujours des bonnes raisons que je respecte. Et puis, durer 15 mois, c'est beaucoup. On se décourage. 15 mois sans savoir quelle sera l'issue. Voilà. Et puis, malgré tout, ce qui nous a beaucoup aidé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le contact avec les gens qui nous encourageaient, mais qui ne venaient pas aux actions. On a voulu faire, par exemple, une soirée avec les commerçants. Alors, tous les commerçants de Rouen, et d'ailleurs, étaient d'accord avec nous, ils nous félicitaient. On a organisé une soirée, une réunion avec eux. Il y avait un qui est venu pour lui dire qu'il n'avait pas le temps de rester. Voilà. Du coup, ça pose la question par rapport à la mobilisation. Alors, c'était aussi dans la période Covid n'était pas loin, donc je pense qu'il pouvait y avoir des incidences. Mais c'est vrai que la non-violence intéresse le plus grand monde parce qu'il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque par rapport à la justice, par rapport à la police. On est en sécurité même si on va fort. Et ceci ne suffit pas. Alors que même dans les actions spectaculaires que vous avez faites, que nous faisons ensemble, le spectaculaire attire les médias, mais ce n'est pas pour ça que ça multiplie les acteurs. Voilà, et je pense que c'est
mon analyse, c'est qu'on vit de plus en plus, comme vous le savez, dans une société de l'immédiateté et que viser le long terme, viser des actions où on s'implique pendant des heures sans savoir quel sera le résultat, ben, ce n'est pas ça qui marche. Ce qui marche, poser une bombe, ça c'est rigolo, moi c'est facile. Il faut des trucs rapides, où il n'y a pas de responsabilité engagée, où on se barre. Ça attire du monde, oui. Mais ce n'est pas la non-violence. Et la violence, à mon avis, est toujours une impasse. Je veux bien répondre aussi. En fait, moi, je crois aussi à l'importance du nombre, de la mobilisation citoyenne et de la représentativité. Parce qu'en réalité, tous les combats qui sont menés, c'est des combats qui sont justes et tout le monde peut adhérer, même sans se déplacer. Et je pense que toutes nos organisations, mais c'est ce que vous avez fait aussi, en montrant les choses, en informant la population et du coup en la mettant de votre côté, en la faisant s'exprimer au travers de sondages. Avec L214, on a commencé à une poignée, on était à peu près une dizaine. Aujourd'hui, on est 50 000 membres de l'association. On a 50 groupes locaux qui sont répartis dans toute la France. On compte à peu près 3000 bénévoles. On vient de dépasser les 100 salariés. C'est juste complètement énorme. Moi, je me pince, parce que je ne suis encore pas réalisée. On est tous en télétravail, on ne se voit pas souvent, donc je ne réalise pas encore. Mais voilà. Et en même temps, on est en face d'une industrie, d'une agro-industrie extrêmement puissante, en face de la FNSEA, en face d'intérêts financiers qui sont juste énormes. Nous, on est rikiki à côté. Quand on compare nos moyens, notre budget par rapport au budget de, je ne sais pas, même Interbev, qui est l'interprofession des éleveurs bovins, leur budget de communication uniquement, il est déjà égal, enfin, il est à peu près à... c'était 29 000 euros le dernier truc, 29 millions, pardon, 29 000, 29 millions d'euros. Voilà, nous, on est à peu près à 8 millions de budget annuel, par exemple, tout compris. Et l'importance de la mobilisation citoyenne. Par exemple, si on interroge les gens, les différents sondages disent par exemple que 90%, entre 80 et 90% des gens sont contre l'élevage intensif, par exemple. Pourtant, 8 animaux sur 10 abattus sont dans les élevages intensifs. Et comment on montre que ces personnes sont là? Comment, politiquement, elles ont un poids en face de lobbies qui sont hyper implantés. Voilà, aujourd'hui, notre ministre de l'Agriculture, c'est quand même une marionnette de la FNSEA, qui est le syndicat agricole qui défend les modèles d'élevage, d'agriculture intensive de façon générale. Pareil, là on dit on va réduire, on se donne l'objectif de réduire de 50% le nombre d'animaux tués d'ici 2030. En fait, quand on interroge les gens, c'est 64% qui sont pour des politiques de réduction de la consommation de viande et de poisson en 5 ans de 50%, 64%. Donc tout le monde est prêt en réalité. Juste, les politiques aujourd'hui obéissent à des intérêts privés sans tenir compte de la volonté citoyenne. Et par nos actions non violentes aux uns et aux autres, on essaye simplement de montrer la volonté citoyenne. Et du coup, la mobilisation, oui, elle est difficile quand elle est longue, mais justement, les victoires, elles sont là pour redonner de l'espoir, redonner de l'énergie, et puis surtout faire circuler cette énergie entre les personnes activistes, parce que ça nourrit beaucoup en fait, et c'est ça qui est cool. L'énergie, c'est pas comme les énergies fossiles, hein. Quand vous donnez de l'énergie à quelqu'un, en fait, vous en gagnez aussi en même temps. Donc ça, c'est super génial. Merci. Je voudrais vous poser la question de la durée de l'action. C'est-à-dire que vous avez parlé de ténacité dans les formes d'action. J'ai le sentiment que dans chacune de vos actions, d'une certaine manière, en fait, on n'est pas dans l'illusion de la violence dont a parlé François Vaillant tout à l'heure, de l'illusion de l'immédiateté, la violence qui va résoudre le problème en le tranchant d'un coup. Dans l'action non violente, on prend en compte dès le départ le fait que ça va devoir durer pour arriver à résoudre le problème d'une manière qui soit non violente, qui soit démocratique, qui prenne tout le monde en compte, qui fasse un rapport de force non violent.
par exemple, vous, Amel Dogman, ça fait vraiment des années et des années que vous avez mené des combats autour de certains immeubles, de certains quartiers. Pour vous, vous avez l'impression que c'est important de rester mobilisé longtemps? Bah écoutez, en tout cas, nous, dès le départ, on savait que ça allait être long. On ne savait pas que ça allait durer 15 ans, mais on savait que le combat allait durer dans le temps. Je vous mens pas. Il faut être honnête. Hein, des fois, on se décourage. Mais il y a toujours quelqu'un qui nous redonne ce second souffle pour y aller. Donc... oui, surtout en tout cas dans le logement, on sait que déjà on s'attaque à des institutions. Et quand on s'attaque à des institutions, fatalement, on sait que ça va durer dans le temps. Mais on ne se décourage pas. Et puis d'autant plus que vous avez eu affaire au fil des années à différentes équipes municipales qui ont changé de couleur. Et du coup, à chaque fois, ça fait reprendre un petit peu à zéro les négociations. Oui, c'est, voilà, vous l'avez résumé. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Il faut à chaque fois revoir les dossiers, à chaque fois repartir de zéro, à chaque fois refaire des comptes. Mais on tient le coup. Et on a espoir, en fait. On a espoir d'une victoire à la fin. Sinon, on serait tous découragés et on ne ferait plus rien. Oui, et puis des victoires, au moins des victoires d'étape, vous en avez obtenu beaucoup grâce à cette mobilisation, j'ai l'impression déjà. Oui, on en a obtenu quelques-unes. Déjà, on a fait reculer de plusieurs années leur projet et on continuera encore. Et je voudrais aussi aborder la question du rapport à l'image et à l'activisme direct. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans certaines de vos actions, vous utilisez les moyens liés à Internet pour faire connaître, pour diffuser les actions, mais que ces actions, elles s'ancrent quand même avant tout dans des actions directes où vous êtes au contact de la population. C'est quoi le plus important? C'est comment on conjugue les deux et est-ce que c'est important de ne pas faire que de l'activisme numérique? C'est une bonne question, oui. Mon expérience de ces dernières années de militant non violent me font dire que le combat se gagne toujours dans l'opinion publique. Et l'opinion publique ne se travaille pas forcément avec les outils numériques qui vont très vite, qui défilent, qui sont de la consommation, mais que la rencontre humaine favorise la prise de conscience et qu'une fois qu'elle est établie, elle est forte. Donc je crois beaucoup à l'action directe, à main nue. Je prends un exemple, par exemple, pendant de nombreuses années, et Guillaume est bien au courant, nous avions fondé le collectif des déboulonneurs de pub, et donc nous commettions des dégradations volontaires. Et on prenait une bombe de peinture et on allait en compagnie d'amis barbouiller un panneau publicitaire en disant pollution visuelle, pub égale violence, etc. Et on attendait que la police vienne nous chercher. Et une fois au commissariat, on faisait une déposition dans le but d'avoir un procès au pénal. Alors, on en a eu au total 29. Mais ceci a très bien marché jusqu'à ce que le collectif s'effondre. Ça, c'est une autre paire de manches. Ça a très bien marché parce que nous faisions les choses en public, à main nue, et que la presse pouvait relater. Et je ne pense pas que la presse relate vraiment ce qui sort sur le numérique, sauf exception. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la consommation qui ne favorisent pas la prise de conscience. Donc l'action directe en plein air est toujours d'actualité à mon avis. Eh bien, je te rejoins totalement. Hein. Enfin, rien ne vaut qu'un bon échange. Et c'est pour ça qu'on a aussi des groupes locaux qui peuvent aller à la rencontre des gens,
partager leur expérience, relater les faits. Ça passe beaucoup par l'information aussi, hein. Une fois qu'on a l'information, on peut passer à l'action. C'est très important. Et aussi le numérique. On utilise les outils qui sont à notre disposition pour le faire. Je pense qu'avec L214, on n'aurait pas l'écho qu'on a aujourd'hui sans le numérique, sans les réseaux sociaux, sans les sites internet et sans les médias. La diffusion des images, si aujourd'hui, justement, la question animale, elle peut être dans le débat public et elle peut être discutée même à un niveau politique, c'est justement parce que le fait de mettre, alors c'est le cas de le dire, les pieds dans le plat, fait que c'est un sujet qui devient à un moment incontournable pour des personnes en situation de direction d'entreprise ou pour des élus, parce que ça se passe dans leur secteur, et c'est aussi important. Donc je pense qu'il faut conjuguer les deux. Justement, on parle de non-violence et on le voit sur les réseaux sociaux. Vraiment, pour nous, c'est vraiment important de se dire, c'est un système qu'on dénonce. Pour pouvoir le dénoncer, il nous faut des exemples très concrets. On fait beaucoup de modération parce que les gens, quand ils voient des images de violence sur autrui, ici en l'occurrence sur les animaux, quand nous on le montre, parfois ça lève des émotions très très fortes qui les poussent aussi à de la violence verbale, par exemple, envers les personnes qui peuvent être filmées, les personnes, notamment les ouvriers d'abattoirs, ou des personnes qui sont dans ces situations-là. Et pour nous, c'est très important aussi de montrer la violence qui est exercée à l'égard des personnes qu'on voit sur les images, des fois faire des actes de violence, effectivement, à l'égard des animaux, ou d'être simplement en train de faire le travail pour lequel elles ont été embauchées, en l'occurrence la mise à mort des animaux. Et c'est vraiment important justement de revenir sur l'environnement qu'on a. Alors soit l'environnement alimentaire quand on est en train de manger, et pourquoi on choisit de la viande, parce que ce qu'on nous propose devant nous dans la plupart des cartes des restaurants ou dans nos magasins, c'est quand même de la viande un petit peu partout, des produits d'origine animale à peu près dans tous les produits, hein. Oui, on consomme comme on a l'habitude, comme on nous donne l'habitude, comme notre environnement socio-culturel et notre environnement physique nous pousse à le faire. L'environnement économique aussi, hein. La viande c'est ultra subventionné, donc c'est pas cher. Enfin voilà. Et donc il y a vraiment cette dimension-là, notamment pour les personnes qui aujourd'hui vivent de l'exploitation animale, à essayer de faire percevoir, en fait, dans ce système, les animaux ils sont pris à mort, mais il y a aussi des êtres humains, et faut chercher des solutions ensemble. Tu l'as rappelé, pour sortir par le haut de tout ce système, quoi. Enfin, éviter de se déverser, de dire c'est lui le coupable, mais en fait collectivement on est dedans, et collectivement on peut s'en sortir. Et au niveau de l'Alliance citoyenne, est-ce que vous, pour rebondir un peu là-dessus, vous interpellez, vous faites pression sur les bailleurs sociaux, etc. Est-ce que vous cherchez à avoir l'appui, la visibilité des médias pour que ça fasse encore plus pression? Est-ce que vous invitez les médias à relayer vos rassemblements, etc. Très souvent, ce qui marche, surtout avec les institutions publiques, c'est le matraquage médiatique. Ça fonctionne très 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 bien. Et sans ça, je pense qu'il y a plusieurs victoires qu'on n'aurait pas pu obtenir. Donc évidemment, on essaye toujours de le relayer, mais pas forcément en télévisuel, ou les réseaux sociaux fonctionnent très très bien. Voilà. D'accord. Et alors, j'aurais une question un peu qui me taraude depuis tout à l'heure à poser à François Vaillant en particulier, par rapport au témoignage que vous avez donné de la lutte contre l'entrepôt Amazon. Et est-ce que vous n'avez pas été tenté à un moment donné de saboter les engins de chantier ?
Quelle question. Oui. Et on a réfléchi ensemble. Je vous fais un résumé. On se disait, pendant que le chantier fonctionnait, on pourrait aller de nuit, mettre du sable et du sucre dans des réservoirs d'engins de chantier. Une fois que vous avez mis ça dans un réservoir, impossible de démarrer. Hein. Est-ce qu'on le fait? Si on le fait, est-ce qu'on se dénonce comme acteur l'ayant fait? Ou est-ce qu'on le fait en cachette? Et à quoi ça servirait? S'il n'y a pas de publicité, d'information là-dessus, on embête des ouvriers. Mais s'il n'y a pas d'écho, ça ne va pas ressortir. S'il y a des échos, on va nous rechercher comme délinquants. Et si plutôt on allait brûler, en commençant par les pneus, un engin de chantier, ça serait plus rigolo, au moins en hiver ça réchauffe. Donc là on se disait, c'est un peu pareil. Si on le fait, est-ce qu'on est capable d'aller au commissariat le lendemain pour dire c'est nous? Alors à ce moment-là, c'est bon. Parce que si on se dénonce, on va à un procès, mais le procès, on va pouvoir expliquer pourquoi est-ce qu'on a brûlé un engin de chantier. Les procès sont des tribunes extraordinaires. Donc les faucheurs volontaires ont su utiliser la non-violence, la désobéissance civile pour avoir des procès comme tribune et obtenir gain de cause. Donc là, on s'est bien entendu poser la question. Mais on n'a pas voulu le faire pour la simple raison qu'on mettait Gazolé et Amazon comme des victimes. Et ça, il faut éviter. Si on fait des victimes ceux que l'on combat, on a perdu. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'on n'a ni brûlé, ni mis de sucre, ni etc. Et qu'on a choisi d'autres types d'actions. Et permettez-moi de vous rappeler que l'éventail des actions non violentes est très très large. Il est inventif, il est créatif. On peut en inventer tous les jours qui attirent l'attention pour des prises de conscience comme pour des rapports de force avec l'adversaire. Une incitation, abonnez-vous à la revue Alternative non violente. C'est une revue trimestrielle. Vous faites revue Alternative non violente sur un moteur de recherche, vous tombez sur le site, vous avez des articles en lecture gratuite et vous pouvez vous abonner. Après cette non-page de publicité, je rappelle que nous sommes donc toujours dans le débat sur les victoires de la non-violence dans le cadre des 21 heures de la non-violence organisées par Non-Violence 21. Et je voudrais savoir s'il y a des questions qui viennent dans le public, soit ici présent à Ground Control, ou soit relayées depuis Internet. Il y a des questions dans la salle, je vois. Il y en a deux. Je me permets juste, avant juste de passer aux questions, de remonter sur scène. J'adore carjacker cette émission. Pour deux choses. Déjà, pour rappeler qu'il y a Étienne Lecroix qui est ici et qui fait des croquis. Et du coup, Étienne, si tu veux nous montrer tes croquis, tu peux les montrer à la caméra qui est là-bas et qui peut zoomer sur tes croquis. Voilà, puisque tu as illustré donc pendant ces échanges, tu les as illustrés et du coup on pourra aussi les mettre ensuite en ligne sur les réseaux sociaux pour que vous les voyez mieux. Mais voilà, donc là il y a marqué logement ras-le-bol et donc c'est des logements en forme de poubelle. Et encore nous on a un balcon pour ceux qui sont sur la poignée. Voilà, vous pouvez bien les voir. Un autre avec marqué la conduite en Amazon. Faut que ça reste bien souple avec quelqu'un qui chevauche un code de droit. Ah oui, et François Vaillant qui dit j'ai plein de boulot en homme sandwich avec marqué non à Amazon. Et pour L214, un mix entre de la corrida et des abattoirs. Merci Étienne. Et également, oui, on peut applaudir Étienne.
Voilà. Et vous retrouvez ces dessins justement dans la revue Alternative Non Violente dont a parlé François Vaillant et dont le lien a été mis dans le chat. Et je vais également inviter à nous rejoindre 5 minutes sur scène Robert Simon, qui est l'un des militants du MAN et un militant de longue date de la cause LGBT, et qui va pouvoir rappeler en 5 minutes l'affaire de Bègle et du premier mariage homosexuel qui aurait dû nous être conté par Noël Mamère. Donc voilà. Et suite à l'intervention de Robert Simon, promis, on passe aux questions. Oui, j'étais très heureux que Noël Mamère accepte de participer à notre table ronde, parce que son histoire est un exemple de la désobéissance civile qui a marché. Bon, il est souffrant, il ne peut pas être avec nous, je sais qu'il nous regarde et j'espère qu'il va se rétablir bien vite, mais je voulais raconter, pour ceux qui ne l'ont pas suivi de près, cette histoire du mariage de Bègle. Alors, ça se passait en 2004, il y a bientôt 20 ans. En mars 2004, une tribune a été publiée par Le Monde soulevant la question du mariage des couples de même sexe. En 1999, la loi avait adopté le PACS, mais en mars 2004, donc, cette tribune dans Le Monde soulève la question du mariage des couples de même sexe. Et cette tribune invitait les élus à célébrer des mariages de couples de même sexe, même si ça n'était pas autorisé, même si ce n'était pas légal. Et là-dessus, Noël Mamère, député maire écologiste de Bègle, Bègle c'est dans la région bordelaise, c'est pas une très grande ville, mais Noël Mamère est sollicité par un couple d'hommes pour célébrer leur mariage. Et il le fait en juin 2004. Alors ça a fait scandale. Et c'est ainsi que la question du mariage des couples de même sexe est apparue dans le débat public. Et c'est une des leçons à en tirer. Il faut parfois oser faire scandale pour soulever des questions dans le débat public. Et finalement, aux élections présidentielles de 2007, la question du mariage des couples de même sexe a été abordée et un clivage droite-gauche clair est apparu. Et la loi a été votée en 2013, après l'élection de François Hollande, parce qu'il l'avait inscrit dans son programme. Et on peut dire que aujourd'hui, il y a 70 000 personnes, hommes ou femmes, de couples de même sexe, qui ont bénéficié de cette loi. Donc c'est une victoire d'une action de désobéissance civile qui a permis de faire bouger les mentalités dans notre pays. Alors Noël Mamère a été jugé pour cette action de désobéissance civile. Il a été condamné à 1 mois de suspension de ses fonctions de maire. Et puis surtout, je pense que c'est ça qui l'a le plus touché, il a reçu beaucoup d'insultes, de menaces. Il a publié ces menaces qu'il a reçues, mais il a fait bouger la société française. Et alors je voudrais élargir. Je suis un militant de la cause des droits des personnes homosexuelles depuis plus de 40 ans, et j'ai vu bouger la société française sur la question des droits des personnes homosexuelles. Et donc je considère que ce changement des mentalités dans notre pays est une victoire de la non-violence, parce que le combat homosexuel a toujours été non-violent. S'il y a des violences, c'est les homophobes qui s'attaquent aux personnes homosexuelles, mais le mouvement homosexuel a toujours été non-violent, et c'est cette démarche dans la durée.
on l'a dit, les combats non violents ont besoin de la durée. C'est de persévérer dans ce combat qui a fait changer les mentalités. Je prendrai un autre exemple, c'est l'idée qu'a lancée il y a bientôt 20 ans mon ami Louis-Georges Jetin de créer une journée de lutte contre l'homophobie. Eh bien, très rapidement, dans le monde entier, le 17 mai est devenu une journée reconnue pour mobiliser les différents pays contre l'homophobie. Et donc cette évolution des mentalités sur le droit des personnes homosexuelles, on peut dire également que le combat féministe est un combat non violent. On ne le présente en général pas comme un combat non violent, mais c'est un combat non violent et un combat non violent victorieux. Alors, comme le combat pour les droits des personnes homosexuelles ou le combat féministe a encore du chemin à faire, il y a encore des batailles à gagner, en particulier dans le reste du monde, mais ce sont deux exemples pour moi qui montrent que on peut gagner, on peut faire bouger les mentalités, et que on dit souvent que on peut pas changer la culture. Eh bien, je trouve que ces deux exemples montrent que même la culture peut être changée par un combat persévérant. Oui, on peut applaudir. Merci beaucoup de t'être fait la voix de ce combat dans le cadre de ce débat, et ça donne voix à ce combat très important que n'a pas pu porter Noël Mamère ce soir, parce qu'il n'a pas pu venir au débat. Alors on en était à voir les questions qui pourraient émerger. Alors on a une question ici. Alors c'est Ah oui, d'accord. Alors c'est une question, ou plutôt une réflexion par rapport à la force de l'engagement, la force des convictions. On peut conseiller l'excellent film sur l'abbé Pierre actuellement, qui passe au cinéma. Et justement, pour paraphraser l'abbé Pierre qui disait « N'attendez pas d'être parfait pour faire quelque chose de bien », en voyant l'action à Rouen, on peut se dire « N'attendez pas d'être nombreux pour espérer réussir quelque chose de bien ». C'était à la fois une question peut-être. Merci. Est-ce qu'on prend une deuxième question avant de... Il y avait une question là-bas. Tenez le micro. Très rapidement, parce que pessimiste, hier et avant-hier en visio, on était moins de 15. Ici, en vrai, on est moins de 15 aussi, alors que ces trois formidables journées ont demandé énormément de travail, etc. Quelle est votre explication? Moi, je suis un vieux militant de la non-violence, mais plutôt en parti politique. Mais je suis contre la violence corporelle, mais pour la violence verbale. Avec évidemment du recul, si possible, de l'humour, des belles expressions, etc. Ne pensez pas qu'il faut quand même changer notre approche. Merci. Je laisse réagir déjà à ces deux questions, on en reprend après, s'il y en a. Est-ce que des personnes veulent réagir à cette question de n'attendons pas d'être nombreux pour agir, et question de la violence verbale Uniquement sur la question de la violence verbale. Je ne sais pas si quand vous employez cette expression-là, vous avez en tête quelque chose de précis, de direct en face de quelqu'un ou de groupe de personnes. Toute violence violente. Et dans violence, il y a viol. Une injure, pour moi, est une violence qui dégrade l'autre. Le traiter de sale cochon ou le pauvre vache, le ranger au rang d'animal,
c'est déjà retirer à quelqu'un le statut de personne humaine. Le traiter de vieille ordure, de vieille savate, c'est le mettre au rang de chose. Voilà. Du coup, notre vocabulaire, attention, qu'est-ce qui véhicule? Nous sommes dans une idéologie de la violence où la violence, de manière sournoise, est incrustée partout, y compris dans le vocabulaire. Donc, si c'est pour faire rire, comme faire rire certains, très bien, peut-être, mais c'est jouer avec le feu. Moi, je ne fais pas rire avec la violence verbale, et encore moins avec la violence physique. Si je reçois un coup qui me déhanche, qui m'abîme la mâchoire, je ne vais pas avoir envie de rire. La violence n'est pas drôle. Je ne sais pas s'il y a une violence qui est drôle. Je ne sais pas s'il y a une violence qui est amusante. Je suis même convaincu qu'il n'y en a aucune. Voilà ma réponse. Pour abonder dans ce sens aussi, je pense que chacun des combats aujourd'hui incarnés par la non-violence, c'est aussi porter la vision d'un autre monde, d'un monde plus solidaire. Comment l'incarner, comment le rendre désirable s'il passe par la violence verbale et encore plus sur la question des insultes. Quand on est sur une question des insultes, quelque part, on va viser des personnes souvent, alors que ce qu'on dénonce, ce sont des systèmes. Je pense aussi, quand on s'adresse au bailleur social, ce n'est pas les personnes qui sont là en poste, c'est vraiment le système qui est dénoncé. Sur Amazon Rouen, pareil, c'est le système. Et du coup, on passe à côté quelque part. Du coup, on va le focaliser sur une personne, alors que le sujet n'est pas là. Voilà, mais ça rejoint aussi les paroles que vous disiez de l'abbé Pierre. N'attendez pas d'être parfait pour agir. Et c'est d'ailleurs souvent ce que nos contradicteurs et contradictrices nous renvoient. Souvent, quand on intervient, par exemple, une personne qui défend les animaux, on va chercher à la mettre en porte-à-faux par rapport à ce qu'elle ne ferait pas. Si une personne défend les animaux et continue de les manger, on va mettre en doute son engagement, en doute ce qu'elle dit ou des choses comme ça. Voilà. Personnellement, comme je consomme aucun produit d'origine animale, on ne m'attaque pas là-dessus, mais des fois j'ai des chaussures en faux cuir et on me dit « Ah, vous voyez, vous avez des chaussures en cuir !» Donc tout le reste du propos est complètement invalidé. Donc il y a vraiment cette question voilà, et quand bien même mes chaussures seraient en cuir, ce que je dis, c'est pas tellement, enfin c'est une façon de dévier le combat. Mais moi, dans les personnes qui défendent les animaux, beaucoup consomment des animaux pour autant, et ça n'invalide absolument pas leur volonté d'essayer de rendre moins pire, d'essayer d'améliorer les conditions des animaux. Ça veut absolument pas dire... ça ne dit rien de l'engagement. On peut combattre Amazon d'un point de vue systémique et puis de temps en temps faire une commande. Est-ce que pour autant, on ne peut pas exprimer son désaccord avec l'entreprise? Voilà, on a tous nos incohérences quand on fait nos actes d'achat. Aucune personne entre nous ne souhaiterait cautionner des formes de travail qui sont des formes d'esclavage. Et pour autant, on n'est pas toujours dans les friperies. Parfois, on achète des vêtements dont on ne sait pas trop la provenance, mais qui probablement ont entraîné des injustices sociales graves. Donc, voilà, je trouve que c'est pas mal important. Donc, voilà, incarnons ces personnes qui ne sont pas parfaites, mais qui ont envie justement d'un monde qui change, de changer le système. Et le système, aujourd'hui, il nous pousse à justement ne pas être parfait, à se fondre dans sa masse informe de consommation, etc. Donc voilà, au lieu de nous regarder le nombril, voilà, et c'est tout l'intérêt du système justement, de nous faire regarder nos nombrils, au lieu d'agir ensemble pour changer le système. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent ? Sinon, j'ai encore
d'autres questions dans ma poche. Il y a une question un peu de fond que je voulais poser par rapport... on a évoqué la désobéissance civile. On a évoqué à travers le mariage homosexuel célébré par Noël Mamère, à travers d'autres actions. C'est quoi le rapport à la loi quand, par exemple, Brigitte Gauthier, à la fois vous vous appuyez sur le droit, vous vous appuyez sur la justice pour faire avancer vos combats, et à la fois, parfois, il me semble que vous enfreigniez la loi pour les faire avancer aussi. C'est des choses qui peuvent apparaître aussi dans d'autres de vos combats ici présents. Comment vous vivez ce rapport complexe à la loi ? Alors, il y a 15 ans, sur des toutes premières actions qu'on a fait, on a montré des images et puis on s'est fait attaquer en justice pour trouble manifestement illicite, qui est une espèce d'article fourre-tout où vous pouvez attaquer sur une procédure assez rapide, c'est d'heure à heure, quelqu'un d'autre. Et du coup, on s'est retrouvé assigné en justice. À l'époque, pas du tout préparé, on a fini par être condamné. En fait, ça nous a donné l'idée justement d'aller aussi, nous, vers la justice et de porter plainte contre des établissements qui étaient hors la loi, qui commettaient des mauvais traitements sur les animaux. Nos procédures, elles ont été classées sans suite pendant plusieurs années, jusqu'à ce que, petit à petit, en fait, les magistrats commencent à s'intéresser à la question et il y a eu des enquêtes judiciaires et puis des procès qui se sont tenus, et aujourd'hui il y a quand même des établissements qui sont condamnés. Alors les condamnations restent encore assez symboliques, mais quand même, par exemple, une des premières affaires, c'était l'abattoir de Alès, dont on avait montré les images. C'est un peu ce qui a fait le tournant pour la notoriété d'L214. Avant, on parlait d'une association qui a montré des images. Et en 2015, une fois qu'on a montré les images de cet abattoir, ça a été L214. On avait un nom, en tout cas, dans les médias. Et sur cet abattoir, les infractions étaient super nombreuses. Alors, je ne me rappelle plus le nombre exact, mais c'était plus de 100 infractions qui avaient été relevées dans l'enquête qui avait été menée par le parquet. Et au final, ça a été jugé dans un tribunal de police et l'exploitant a été condamné à 3 amendes de 400 €. Wouh! Vraiment dissuasif, évidemment. Aujourd'hui, alors il y a eu d'autres procès après, notamment celui de Mollyon-Lichard, où il y a eu plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende, mais le gros de l'amende, c'était sur la tromperie du consommateur. On a eu... pour l'abattoir du Bois-Chaud, pareil, plusieurs dizaines de milliers d'amendes, mais là aussi, c'était sur les infractions à des procédures administratives ou des infractions au code de l'environnement. Mais sur la question animale, alors même que le box de contention n'était pas aux normes, et donc quand le box de contention, donc c'est ce qui immobilise les animaux, n'est pas aux normes, ça veut dire que quand les animaux se font étourdir, alors quand on parle d'étourdissement, c'est hyper violent, c'est un pistolet à tige perforante qui vient l'assommer s'il est bien placé. S'il est mal placé, ça peut être juste des souffrances supplémentaires. On a déjà vu des crânes avec plusieurs impacts de balles pour réussir à étourdir un animal, tellement le truc était mal placé. Donc quand vous avez un box d'immobilisation qui immobilise pas du tout, en fait, le tueur, c'est comme ça qu'il est appelé dans l'abattoir, il faut qu'il essaye de viser à peu près tant bien que mal, et vous avez beaucoup de ratés d'étourdissement et donc des souffrances supplémentaires pour les animaux. Et donc c'est tous les animaux qui passent comme ça. Donc dans cet abattoir, plusieurs dizaines de milliers d'euros sur des infractions à l'environnement et sur ces box d'immobilisation ou restrainers qui n'étaient pas aux normes, il y avait à peu près 2000 ou 4000 € d'amende. Enfin vraiment rien là non plus. Mais dernièrement, sur les condamnations qu'on a eues, on monte à 20 000, 30 000 € d'amende. Il y a même de la prison avec sursis qui a été requis contre, qui a été
prononcées contre des exploitants d'abattoirs. Donc on commence à voir des amendes qui montent plus haut, des condamnations aussi sur des pratiques qui sont de routine. Par exemple, la coupe des queues des cochons. Alors les cochons, c'est 95% qui sont en élevage intensif. Pour les faire survivre côte à côte dans les espaces réduits qu'ils ont, avec l'ennui mortel pour ces animaux qui sont hyper intelligents, et ben on coupe la queue des congénères parce qu'en fait la seule distraction qu'ils ont c'est la queue des autres, et donc quand ils se la mordissent ça fait des infections, ça fait des agressions entre eux, et donc cette coupe systématique elle est interdite de routine. Il faut d'abord avoir mis tout un tas de choses en place, la lumière, l'eau à disposition, des matériaux d'enrichissement pour qu'ils puissent fouiller. Les cochons ça adore fouiller, ça adore découvrir. Il faut qu'ils soient pas trop serrés, faut avoir fait tout un tas de choses avant. Sauf que dans les élevages français et même dans d'autres pays un peu partout dans le monde, couper, c'est finalement ce qu'il y a de plus rapide. Et là, on a obtenu, par exemple, la condamnation d'un élevage pour coupe systématique des cochons, ce que les services vétérinaires de l'État ne condamnent pas, laissent faire. Et donc la justice, là, vient dire, attention, non, c'est vraiment interdit. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est dans un sens pour essayer de, à minima, faire respecter les règles qui existent, alors qui protègent pas du tout les animaux, mais qui évitent des pratiques pires que celles qui sont autorisées aujourd'hui. Et après, nous, effectivement, on se trouve confrontés à la justice. Donc on peut faire le parallèle, est-ce que c'est légal, est-ce que c'est pas légal, nous on va plutôt sur la question de la légitimité, est-ce que c'est légitime, est-ce que c'est pas légitime. Si nous on ne montre pas d'image, en fait la réalité de ce qui se passe pour les animaux elle n'existe pas. Si vous ne montrez pas, ça n'existe pas. Donc c'est très très important de continuer à le montrer. On reste hyper discret sur les conditions d'enquête qu'on a parce qu'il existe une convention passée entre le ministère de l'Intérieur, à l'époque Castaner, Monsieur Castaner, la gendarmerie, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, qui sont particulièrement hostiles à toute remise en question du système aujourd'hui majoritaire d'agriculture industrielle et en particulier d'élevage intensif. Donc les conditions d'obtention des images, on n'en parle pas. Néanmoins, on se retrouve devant la justice. Et encore dernièrement, on vient d'être condamné à retirer des images puisque le juge a estimé que, comme on ne disait pas de quelle façon on avait obtenu les images, de toute façon, ça ne pouvait être que par intrusion dans cet élevage, et donc nous a condamné à retirer les images avec une amende, avec publication dans les journaux et tout ça. Et en ce moment, notre site internet, il est super moche. Parce qu'on a cette décision de justice en pleine page d'accueil qui prend deux écrans de ce site internet là. Et en même temps, cour d'appel de Rennes aussi, une cour composée différemment, sur une affaire en tout point similaire, le juge dit non, j'annule cette convocation devant la justice pour L214. Vous ne faites absolument pas, donc à la partie adverse, vous ne faites absolument pas la démonstration d'une intrusion. Et puis ce dont vous vous plaignez, c'est pas d'une intrusion dans votre établissement, c'est bien plutôt de paroles diffamatoires, puisqu'on dit que la façon dont vous élevez les lapins est préjudiciable à ces animaux, le système de cage, l'état des lapins, le délabrement autour. Donc vraiment, il y a ces deux pans-là qui se... voilà, la justice au service et en même temps des procédures bâillons pour essayer de faire retirer les images. Merci de cette explication de votre rapport complexe à la justice, à la loi. J'en profite pour dire que si jamais les Croars a des dessins à nous montrer, c'est possible de faire signe, je pense, pour qu'ils soient montrés au fil des échanges. Mais sinon, c'est complètement possible de faire signe et de montrer à la caméra. Voilà, donc n'hésite pas, Étienne. Dans 2 minutes. Y a-t-il des questions du côté de la salle ou du côté des questions en ligne? Il y avait une question en ligne. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Eh bien, il y en avait une en ligne en tout cas. C'est PHP Entertainment qui nous pose la question. Dénoncer le système, n'est-ce pas une manière d'effacer les personnes responsables des décisions politiques?
Alors, est-ce que ça inspire certaines... est-ce que ça vous inspire? Oui. Alors, c'est une question vraiment intéressante. Nous, on le voit, on est confronté à ça. En fait, quand on veut montrer le système d'élevage, il faut qu'on passe par des exemples concrets. Et ça passe par montrer l'intérieur d'un élevage. Donc souvent, ça concerne un exploitant ou un groupement d'exploitants ou voilà, qui ont pas vraiment décidé, parce que si on s'intéresse au système, j'invite tout le monde à regarder un certain nombre de documentaires, notamment sur les ouvriers d'abattoirs, par exemple, ou aussi sur les questions d'élevage. Je pense au livre tout récent de Nicolas Legendre, « Silence dans les champs », qui explique très bien le système agroalimentaire aujourd'hui qui pousse les exploitants à pousser toujours plus loin le système. Je pense, moi j'ai un exemple très concret qu'on a suivi, c'est l'élevage de poulets de Pillan qui avait un bâtiment, 1000 m² avec 20 000 poulets à l'intérieur. L'exploitant ne s'en sort pas financièrement, comme beaucoup d'exploitants d'élevage intensif. Il est dans ce qu'on appelle un contrat d'intégration, c'est-à-dire qu'en plus, il décide de pas grand-chose, puisqu'il appartient à une coopérative. Et justement, la coopérative à laquelle il appartient le pousse à multiplier par 5 la taille de son élevage, justement pour augmenter ses profits. Sauf que donc ces profits qui sont en dessous de la faculté d'en vivre, en vrai. Et pour multiplier par 5, il faut qu'il fasse un prêt de 1 million d'euros, un peu plus d'1 million d'euros, qu'il endette sur une bonne dizaine d'années. Et le groupement qui le pousse à faire ça lui dit « Mais nous, on te garantit qu'on va te soutenir pendant 1 an. » Mais les autres années, qu'est-ce qui se passe? Avec la fluctuation du cours de céréales, avec les risques de maladies, on le voit avec la grippe aviaire, ça peut aller très 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 vite, avec justement des normes qui évoluent, des consommations qui sont différentes et tout ça, en fait, il l'envoie droit dans le mur. Et moi, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi les banques, elles prêtent alors qu'on peut être à peu près quand même sûr que ça va pas le faire. Mais en fait, les banques, elles peuvent récupérer les bâtiments, elles peuvent récupérer les terres. Donc, elles prennent quasiment pas de risque, en réalité. Donc, voilà. Ce que je veux dire, c'est que oui, c'est au système qu'on s'en prend. Et le système, des fois, il est représenté par des personnes. On peut notamment nommer le ministre de l'Agriculture, qui aujourd'hui verrouille toute avancée sur la question. Quand on est dans les discussions européennes, la France, elle est représentée par cette personne-là. Mais pour parler du ministre de l'Agriculture, c'est tous les ministres de l'Agriculture depuis très longtemps. Moi, je ne m'intéressais pas du tout aux questions politiques, et le fait de m'engager dans une cause fait que je m'y suis intéressée. Et du coup, je suis à peu près depuis que Bruno Le Maire était ministre de l'Agriculture, et puis ensuite Stéphane Le Foll, et machin, puis on a avancé comme ça, puis je me suis dit, à chaque fois qu'il y en avait un qui partait, je me disais, c'était le pire quand même qu'on avait. En fait, non, on continue de s'enfoncer. Donc, pour l'instant, pour moi, le champion, c'est quand même un peu Marc Fesneau, là, pour l'instant. Mais je me dis, ça peut être peut-être encore pire. Et juste Dominique Bussereau, qui était ministre de l'Agriculture, notamment au début des années 2000, à un moment répond à une émission, je ne sais plus si c'est Envoyé spécial, complément d'enquête. On peut retrouver l'extrait sur les plateformes, sur la plateforme YouTube notamment. Et il dit, quand j'ai été pressenti pour être ministre de l'Agriculture, j'ai eu un entretien avec le président de la FNSEA de l'époque, et j'ai eu l'impression de passer un entretien d'embauche. Donc, je suppose que les modalités pour nommer un ministre de l'Agriculture n'ont pas vraiment changé. Et donc, du coup, on se retrouve avec des personnes qui sont 100% compatibles avec la FNSEA, et donc avec l'agriculture industrielle. Donc, effectivement, la FNSEA aussi, c'est le système. Mais est-ce que c'est vraiment la personne qui aujourd'hui est présidente de la FNSEA qu'il faut viser, ou c'est plutôt une espèce de système, de truc qui se mord la queue? La FNSEA, aujourd'hui, ne représente pas les éleveurs. Elle ne représente pas les agriculteurs. Elle est vraiment sur des intérêts privés, corporate. Il suffit d'aller à la rencontre des éleveurs pour le savoir. Nous, il y en a beaucoup qui viennent témoigner autour de nous, tout en nous disant « dites pas que je vous ai parlé ». On ne se connaît pas, parce qu'ils veulent dénoncer justement le rôle des syndicats, le rôle des coopératives, le rôle des banques,
dans la déroute complète de l'agriculture aujourd'hui en France, dans la détresse dans laquelle ils se trouvent. On a même j'ai eu un coup de téléphone une fois d'un producteur de pommes de terre qui a dit mais nous on a les mêmes problèmes avec les coopératives et tout le bazar. En fait, c'est vraiment l'ensemble du système agricole aujourd'hui qui est dessus. C'est pour ça que on ne vise pas des personnes, mais on vise vraiment un système et on pense qu'il y a moyen de sortir par le haut, tous ensemble. Si vous regardez notamment des documentaires comme Animal, il y a dedans le témoignage d'un éleveur de lapins qui parle de ce truc-là. Il y a aussi le témoignage d'un éleveur bovin qui, quand les deux jeunes posent la question de « mais vous les envoyez à l'abattoir ?» parce que lui, il a vraiment un truc extensif, il va les voir, elles sont disséminées, les vaches, un petit peu partout. Et les deux jeunes lui posent la question de « mais vous les envoyez à l'abattoir ?» Et en fait, il se met à pleurer. Lui, ce qu'il aime, c'est la relation avec les animaux. Et pour la plupart des éleveurs, c'est ça, c'est la relation avec les animaux. Et on a une société où, pour qu'ils gagnent leur vie, ils sont obligés d'envoyer se faire tuer les animaux. Mais on peut inventer un autre monde où on aura des jolis paysages, sans doute avec justement des animaux aujourd'hui dits de ferme dedans, mais où on va vraiment gagner en qualité de vie, on va gagner sur les plans du climat, on va gagner sur les plans du partage des ressources, de la ressource en eau. Les méga-bassines, on ne le dit pas suffisamment, mais les méga-bassines, c'est aussi pour irriguer le maïs. Et le maïs, c'est pour nourrir les animaux d'élevage, c'est pas le popcorn dans les cinémas. Enfin, voilà, c'est une toute petite partie. Donc, il y a vraiment des choses à faire. Et c'est pour ça que nous, on insiste sur les systèmes et pas sur les personnes, parce qu'elles sont aussi à aider. Merci. Ça me donne envie de rebondir, mais bon, je voudrais voir s'il y a des questions. Sinon, je voulais juste faire un rebond sur ce que vous avez dit, Brigitte Gauthier, autour du fait que la force des images, la force du fait de dévoiler ce qui se passe dans les abattoirs, c'est une force en soi. Montrer ce qui restait caché, dévoiler. Moi, ça me fait penser aussi, par rapport à la non-violence, à une des définitions un peu qu'en avait donné Gandhi quand il avait inventé le mot non-violence, la force de la vérité, satyagraha, et le fait simplement de montrer ce qui restait caché. Et j'ai l'impression que c'est aussi un des ressorts qui est mobilisé dans les actions que vous menez, à la fois François Vaillant et Amel Dogman. C'est le fait de simplement déjà montrer sur la place publique ce qui se passe, ce qui reste caché, c'est-à-dire les conditions dans les logements, ce qui se passe, les infestations, les mauvaises qualités, les dégradations de logements, des projets qui ne sont pas nommés, qui ne sont pas montrés publiquement. Et on a l'impression que la non-violence, c'est déjà simplement la force du dévoilement de ce qui se passe. Est-ce que ça a été le cas dans votre combat ? Oui, tout à fait. Pour reprendre un exemple, dernièrement, on l'avait cité tout à l'heure, quand on a été se mobiliser devant l'OPHLM, on est venu avec des images, on est venu avec des photos, on est venu avec des vidéos, parce qu'à chaque fois ils nous répondent non, c'est pas vrai, ça n'est. Mais non, c'est une situation qui n'existe pas, madame. On a été obligé de leur démontrer en images, finalement, pour que ils acceptent finalement la vérité. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe du côté des dessins ? On va les montrer. Allez, dans l'ordre. On les montre à la caméra là-bas. Ça, c'était quand François parlait du fait que Amazon voulait passer pour victime. Voilà, donc j'ai fait... Voilà, vous pourriez me frapper un peu que je passe pour une victime. Et on a un petit François Vaillant
qui fait non à Amazon. Voilà. On a parlé de la violence verbale, alors j'en avais fait un, voilà, sur la violence verbale, peut-être qui peut faire mal à nous-mêmes aussi. Voilà, c'était l'idée. Et puis j'en ai fait un, voilà, pour L214, pour des abattoirs plus humains. Il suffit de demander. Voilà. Avec une guillotine. Un dernier en cours. Voilà pour les dessins pour l'instant. Merci. Est-ce que Oui, sur la question de l'image, dans toutes les actions, on dévoile quelque chose. J'aime bien ce terme de dévoiler. Quelque chose qui n'est pas montré, qui n'est pas compris. Donc on dévoile un scandale, on dévoile l'existence d'une violence, on dévoile quelque chose. Martin Luther King disait très souvent qu'il fallait dramatiser les situations. Et je pense que c'est vrai. Lorsqu'on est partisan de l'action non violente, on ne vient pas simplement demander quelque chose, y compris un changement de la loi. Non seulement on le souhaite et on fait pression pour, mais on va dramatiser la situation pour montrer qu'elle est grave. Et c'est pour ça que tout ce qui est sketch, jeux de rôle, animations diverses, font qu'on dévoile quelque chose en la mettant en scène. Il faut mettre en scène. Et quand on reprend les grandes actions, que ce soit de Gandhi, Martin Luther King, des faucheurs volontaires ou nous, je ne sais pas quoi, ou plus récemment pour le bien-être animal, on voit bien qu'on dévoile quelque chose. Et ceci, ça prend du temps et ça ne peut se faire qu'à plusieurs. J'ai toujours envie de dire, l'action non violente ne se décide pas tout seul. Je vous ai raconté une méthode toute simple, 2 secondes. Quand on s'est retrouvé une douzaine de militants Alternatiba, Exia Rébellion, Le Man et Amis de la Terre, en disant qu'est-ce qu'on fait contre Amazon. On a pris un grand tableau de papier, blackboard, je crois en anglais, c'est ça, et on mentionnait à tour de rôle, sans se critiquer, sans faire de commentaires, les types d'actions qu'on entrevoyait. Et donc, on a eu une quinzaine qui sont apparus. Puis après, on a demandé à ceux qui avaient mis telle proposition d'action de l'expliquer. Et puis, une fois qu'on comprenait bien ce que la personne voulait dire, on passait à la seconde proposition d'action. Donc, il y en avait une quinzaine. Et on a voté de telle manière que chacun en retenait 4. Et donc, on votait pour 4 actions au choix parmi ces 15. Et bien, au bout d'une heure et demie, on avait un plan de bataille, j'allais dire, c'est pas très non-violent, mais on avait un plan d'action, une variété, on savait pourquoi. Donc, toujours mettre à profit une intelligence collective et faire passer nos idées par le filtre des autres et les faire enrichir par autrui. Et je vous assure que la non-violence, la résistance non-violente, c'est vraiment marrant. Vraiment, on s'amuse. Je ne veux pas dire que c'est jouissif, mais c'est créatif. Et, il y a quelque chose qui est mobilisateur, qui fait qu'on reste en haleine. Voilà. Merci François Vaillant. Alors, on s'achemine petit à petit vers la fin de cette table ronde. J'aurai encore beaucoup de questions à poser. J'ai une question que j'aimerais vous poser autour. En fait, vous êtes très très impliqué. J'ai l'impression que ce sont des combats qui vous demandent énormément d'énergie, d'engagement au quotidien. Comment vous faites pour continuer à porter cet engagement sans aller au burn-out, sans aller à l'épuisement total? Est-ce que vous avez des méthodes pour pouvoir porter ces engagements dans la durée?
C'est une question très importante pour les milieux activistes, parce que les combats qu'on mène, c'est des combats qui prennent aux tripes et qui entraînent parfois à aller très loin, aller au bout. Nous, on a un petit slogan qu'on utilise très souvent, on est parti pour un marathon, pas un sprint. Donc il faut y faire attention. Aujourd'hui, on a une association où il y a plusieurs milliers de bénévoles et une centaine de salariés. On est entouré, en tout cas on peut faire appel à des psychologues pour nous aider. On est attentif, nous en tout cas, sur la question des salariés, mais aussi par rapport à ce qu'on propose aux bénévoles, d'essayer de faire prendre conscience de ça. Notre temps de travail, il est limité. On a les droits du travail qui s'appliquent. Donc voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place justement pour faire prendre conscience. Parce que le burn-out, il vous attrape, vous vous y attendez pas en fait quand il vous touche. À un moment, vous vous trouvez dans un état émotionnel, où vous ne pouvez plus avancer du tout. C'est vraiment, pour les personnes qui racontent leur expérience, c'est un manque d'énergie totale, plus goût à rien, vraiment des choses... alors la parole, elle se libère autour de ça, et c'est plutôt une bonne chose pour mettre en garde sur ce risque. Voilà, il y a le surinvestissement au travail, mais dans les milieux justement activistes, dans les milieux militants, c'est quelque chose qui nous guette d'autant plus parce que on se donne sans compter quelque part. Donc c'est vraiment une question majeure en fait pour nos mouvements de réussir à prendre soin les uns des autres et avoir quelque chose de très attentif. Justement, les luttes, elles sont longues. Elles sont jamais terminées, j'ai envie de dire. Alors là, peut-être pour le dépôt Amazon 76, oui, mais il y en a un qui est en projet ailleurs. Et puis il y a d'autres choses qui ne vont pas, il faut bien le dire. Donc c'est des luttes qui ne sont jamais terminées. Donc vraiment avoir conscience que ouais, on est parti pour un marathon et c'est pas la même chose qu'un sprint. Il faut éviter de se griller quelque part rapidement, et c'est pas forcément facile parce que en plus il y a ce que tu dis, cet enthousiasme, cette joie d'agir en fait, qui nous pousse à agir plus, mais voilà, il faut être raisonnable, voilà, avec modération. Ça tient aussi pour cet engagement bénévole, avec détermination, mais modération pour réussir à tenir sur la durée. Merci, oui. C'est une question très importante, la question du prendre soin les uns des autres dans le milieu militant. D'ailleurs, la revue Silence va y consacrer un dossier dans les premiers mois de l'année 2024. Alors, on approche de la fin de cet échange autour des victoires de la non-violence. D'ores et déjà, je tiens à remercier tous nos invités pour leurs témoignages, pour vos éclairages, et puis vous qui nous suivez en ligne.